Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2136 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 30 janvier avec des anniversaires et tout d'abord le légendaire Juninho, il fête aujourd'hui ses 48 ans. Cet ancien joueur de Lyon, très bon tireur de coups francs, bon anniversaire à lui. Il y a également Berbatov, l'ancien joueur de Manchester United, l'attaquant bulgare, fête aujourd'hui ses 42 ans et sinon un joueur en activité actuellement. Il y a par exemple Marcos Llorente, le joueur espagnol de l'Atlético Madrid, fête aujourd'hui ses 28 ans, même le jeune Curtis Jones, le joueur de Liverpool, il fête aujourd'hui c'est 22 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier, dimanche. Et on commence tout d'abord en France et on commence avec la fiche hier soir à 20h45 entre l'équipe du PSG et l'équipe de Reims. Un score final 1 partout. Le PSG menait jusqu'à la 96e minute 1-0. Donc on pensait que le PSG de nouveau allait s'imposer à domicile. Pas du tout les gars, vu que l'attaquant de Arsenal prêté à Reims cette saison, Balogun, a égalisé à la 90e minute plus 7 minutes de temps additionnel. Du coup un bon point pris par l'équipe de Reims et le PSG a quasiment, bon peut-être pas en crise, mais voilà, ça va pas fort actuellement pour le PSG en ce début d'année 2023. Donc on peut voir les stats de la partie. Donc Reims a plus tiré un 17 tirs contre 12 pour le PSG. Les tirs cadrés, bon c'est quasiment kiff-kiff. On va dire que plutôt le match nul est plutôt logique pour cette équipe de Reims. Et PSG du champagne au mousseux en une du journal L'équipe aujourd'hui, alors qu'ils avaient l'occasion de reprendre leur distance au classement. Les champions de France ont concédé le nul à la dernière minute sur un but de Balogun. Donc Reims poursuit sa formidable série avec un 14e match de suite, donc 12 en Ligue 1 sans défaite. On en parlera tout à l'heure de la magnifique série du stade de Reims, mais nous on revient sur le PSG pour vous dire, ah bon, je sais pas si c'est de la crise, mais c'est pas bon ces résultats pour le PSG, c'est plutôt inquiétant. Donc le PSG en Ligue 1 en 2023, c'est 4 matchs et c'est seulement une victoire, c'était contre Angers, le dernier du championnat, avec une victoire 2-0, sinon ça a été une défaite contre Lens, une défaite contre Rennes et un match nul contre Reims, 4 points pris en 4 matchs, inquiétant. Bah oui, surtout qu'il y a un match de Ligue des Champions prévu le 14 février prochain contre le Bayern, moi aussi, ça va pas fort, le Bayern, du coup voilà. L'état de forme actuellement du PSG et concernant ces 4 points pris seulement en ce début d'année, donc c'est son plus faible total après ses 4 premiers matchs lors d'une année civile depuis 2010, pour montrer voilà, que ça fait plus de 13 ans que le PSG n'avait pas aussi mal démarré une année après 4 matchs avec si peu de points pris au classement. Galtier en conférence de presse à la fin du match, il a dit en ce moment beaucoup trop de joueurs ne sont pas à leur niveau, il y aura des décisions à prendre pour trouver une équipe beaucoup plus solide et qui ressemble à une équipe de haut niveau. Il a également dit prendre un but à la 97e minute, avec les joueurs d'expérience qu'on a, c'est très dommage et très surprenant vu l'expérience sur le terrain à ce moment-là. C'est vrai que bon, le PSG joue avec un joueur en moins, mais voilà, ça a été en plus une perte de ballon, je crois, de Renato Sanchez qui amène après au but, tout ça de l'équipe de Reims. Et voilà, normalement le PSG doit savoir finir bien les matchs et ne pas prendre un but comme ça en toute fin de rencontre. Donc il faut renforcer, il faudrait prendre un joueur offensif différent de ce que nous avons actuellement. On a aussi des contraintes vis-à-vis du fair play financier. C'est vrai que maintenant il connaît très bien son attaque avec les 3, puis de temps en temps il peut rajouter Carlos Soler, tout ça, mais même Hugo Ekitike, mais voilà, il aimerait avoir un renfort là. N'oubliez pas que le mercato, ça se termine demain soir. Il aimerait en gros avoir un renfort offensif. C'est lui qui a dit ça à la fin du match, différent du profil des attaquants actuels du côté du PSG. Donc voilà, on revient sur un fait de jeu aussi, c'est Marco Verratti qui revenait d'une blessure. Bon, il a joué seulement 13 minutes, il est rentré à la mi-temps et on peut voir la 58e minute, donc il avait déjà pris un rouge. Donc voilà le temps qu'a fallu à Marco Verratti pour être exclu ce soir. Du coup, grosse semelle, donc l'arbitre a mis un jaune. La VAR a appelé l'arbitre, lui a dit va voir les images, ça peut peut-être être un rouge. Il est parti voir l'assistance vidéo, la caméra, la télé du VAR, puis du coup carton rouge voilà, pour Marco Verratti qui aura joué seulement 13 minutes, donc il sera suspendu pour les prochains matchs. Une bonne nouvelle, c'est qu'il est plus blessé et il pourra être disponible pour le match contre le Bayern. Et mériter ce carton rouge, bon il y a des arbitres qui auraient mis rouge comme l'arbitre hier, il y en a qui auraient mis peut-être seulement un jaune. Je trouve voilà, que c'est pas non plus un scandale qu'ils prennent un carton rouge hier. Marco Verratti sur ce gros tacle. Et Stéphane Guy, les gars, sur le PSG, surtout sur Galtier, dans l'after RMC à la fin du match hier, il a dit il y a un joueur exclu, donc on a parlé, c'est Marco Verratti. Il laisse les 3 devant, donc Mbappé, Messi, Neymar, Igor Tudor. Il sort Guendouzi hier contre Monaco, un joueur hype de l'OM, pour remettre son équipe en route. Est-ce que Galtier a la liberté de faire ça? C'est vrai que du côté de Marseille, Guendouzi était sorti parce qu'il n'avait pas été bon, et on sait que c'est un joueur phare comme de l'équipe de Marseille.
Marseille. Et Galtier il ne peut pas, on a l'impression qu'il a peur de sortir un des 3 devant, alors qu'il aurait dû sortir un des 3 devant, vu que le PSG a pris un carton rouge, il est obligé de sortir un joueur offensif. Donc il a sorti Carlos Soler, donc qui a quand même plus un rôle défensif, un peu plus les tâches défensives que les 3 devant. Et c'est vrai que ça, il y en a beaucoup qui disent voilà, que Galtier a peur de sortir un des 3, Mbappé, Messi ou Neymar, hein, lorsqu'un joueur prend un carton rouge. Et même Daniel Riolo, il le dit, hein, aucun entraîneur au monde ne peut faire jouer les 3 devant ensemble, hein, Messi, Neymar et Mbappé, c'est impossible. Hein. Voilà, surtout qu'ils défendent très peu ces 3-là, et c'est ce qui pose problème, hein, du côté de Paris. Je vous montrerai une déclaration d'un joueur de Reims qui disent voilà, que ces 3-là, en gros, défendent jamais. Et c'est que ça, c'est un gros souci pour l'équipe parisienne. Donc voilà, les 3. Donc Messi, Neymar et Mbappé avec les flocages, hein, par rapport au nouvel an chinois. On va parler de Neymar, les gars. Donc Neymar, cette saison en Ligue 1, ça a été le buteur PSG parisien hier, hein. Donc 12 buts et 10 passes décisives. C'est que les stats sont plutôt pas mal, hein, quand même pour Neymar, hein. Voilà, donc les décisifs sur 22 buts cette saison en Ligue 1. Donc du coup, il y a seulement un joueur qui fait mieux que lui dans les gros championnats en Europe, c'est Erling Haaland, lui, qui est sur 28 buts. Donc beaucoup de buts, et je crois qu'il a 25 en première ligue et 3 passes D, hein, ce qui fait 28 buts en gros. Donc qui fait mieux dans les 5 grands championnats européens cette saison. Il fait mieux que Neymar avec ses 22 buts, hein, donc 12 buts et 10 passes décisives. Kylian Mbappé, muet hier, mais il a reçu son prix du meilleur joueur du mois de novembre-décembre. Voilà, lors de l'avant-match, hein. Donc félicitations à Kylian Mbappé. On va parler d'Hakimi, hein, qui a disputé hier son 50e match sous le maillot du PSG en Ligue 1. Vous retenez quoi de ce joueur depuis son arrivée en 2021? Donc bon, voilà, il fait des performances, des fois il passe un peu à côté de ses matchs. Voilà, c'est un joueur maintenant à voir, surtout dans les grands rendez-vous européens. C'est là vraiment on attend le grand Achraf Hakimi. Anne Hidalgo, donc une illuminée pour une ville lumière, hein, donc la banderole du collectif Ultra Paris envers la maire de Paris, hein, souvenez-vous, elle avait parlé du parc et tout ça, qu'elle voulait pas le vendre et tout. Donc voilà, les supporters parisiens lui ont mis un petit message, hein, privé lors de la rencontre hier. On va parler cette fois-ci de Reims, hein, donc la Reims l'a bien mérité, hein, ce match nul, hein. Et c'est vrai que Reims, les gars, il faut parler de cet homme, c'est l'entraîneur du Stade de Reims, hein, donc le Stade de Reims vient d'enchaîner un 12e match consécutif sans défaite en Ligue 1, c'est quand même incroyable leur série, hein. Donc cette série a débuté exactement où Will Steele, donc ce coach, hein, a été nommé entraîneur du club, hein. Donc voilà, quel boulot de ce coach, hein. Depuis qu'il a pris l'équipe de Reims, Reims n'a jamais perdu. Donc en tout, il y a eu 6 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite sur les 12 derniers matchs. Incroyable, et seulement 5 petits buts encaissés. C'est impressionnant comme cette équipe de Reims, hein, voilà, qui ne joue pas les premiers rôles, mais voilà, elle perd pas. Elle prend des points, même hier elle prenait un point du côté du Parc des Princes, où beaucoup d'équipes laissaient passer rien qu'un point, hein. Donc Reims, je dis les gars, c'est 6 victoires, 6 matchs nuls, donc sa plus longue série en cours dans l'élite de la meilleure série de Reims, les gars, ça datait de décembre 2018 à mars 2019. Vous avez fait encore mieux, 13 matchs sans perdre, là ils sont à 12. Donc voilà, si le prochain match ils ne perdent pas, ils seront au même niveau que cette série aussi qu'ils avaient réalisée il y a 4 ans. Et ce coach, les gars, n'oubliez pas qu'il est jeune, hein, il a seulement 30 ans. Et n'oubliez pas, j'ai vu une info, hein, que c'est le coach le plus jeune dans tous les gros championnats européens, de toutes les équipes. C'est lui le plus jeune en tant qu'entraîneur, hein, d'une équipe première. À seulement 30 ans, il est déjà entraîneur. C'est plutôt rare, hein, voilà, de voir un entraîneur si jeune, hein. Et la réaction du coach de Reims, hein, après l'égalisation de son équipe face au PSG hier. Donc voilà, il était fou, bien sûr. En plus, c'est un but à la 97e minute, un but qui permet de ne pas perdre et surtout de prendre un point au Parc des Princes. Donc bien sûr, ça a été beaucoup de joie, hein, pour le coach, hein, Reims, du Stade de Reims. Et il a dit, hein, le contenu a été très bon, surtout en première mi-temps. Ça fait plaisir de prendre un point au Parc. On a montré une belle image de Reims. On a montré qu'on voulait jouer, presser et être entreprenant. C'est ça qu'ils ont très bien fait hier, hein, cette équipe de Reims. On peut voir qu'il a obtenu une note, hein, comme tous les joueurs. Lui aussi, il a été noté par le journal L'équipe par rapport à ses choix d'entraîneur. Une note de 8. Hein. Voilà, donc Galtier, lui, par rapport à ses mauvais choix, par exemple, de ne pas avoir fait sorti un des 3 devant, donc une note de 4. Hein, voilà, pour Christophe Galtier qui a pris les mauvais choix hier. On va parler du buteur côté Reims, hein, c'est le joueur de Arsenal prêté à Reims, c'est Balogun, et il a égalisé au bout de 95 minutes et 30 secondes exactement, et c'est le but le plus tardif encaissé par le Paris Saint-Germain en championnat depuis Copta, en gros, analyse la compétition, en gros, depuis 2006, hein, c'est le but que le PSG a pris le plus tard lors d'une rencontre de Ligue 1, donc ça fait plus de 20 ans quand même que ces données sont prises en compte, donc voilà. Toujours, hein, sur ce joueur, hein, qui a marqué le but hier, donc 19 matchs, 11 buts et une passe décisive, hein, c'est quand même des très belles stats
pour lui, surtout que c'est sa première saison en Ligue 1. Et voilà, des stats quand même à 11 buts cette saison en Ligue 1, c'est énorme. Donc 11 buts et surtout ça a fait gagner 13 points à cette équipe de Reims grâce à ses buts. Donc aucun joueur n'a rapporté plus de points à son équipe que Balogun. J'ai dit 13 points gagnés grâce à lui, grâce à ses buts. Et quand il a marqué les gars, il a fait la célébration de Thierry Henry. Il a même fait une photo à la fin du match avec Thierry Henry, vu que Thierry Henry est consultant sur Amazon Prime. Puis les deux se sont rencontrés, on va dire, hier, vu que lui c'est un joueur d'Arsenal. Et bien sûr, on sait que du côté d'Arsenal, la légende est Thierry Henry. Il y a Younous Abdelhamid, les gars, le défenseur de Reims, il a dit c'était facile de ressortir le ballon. Les trois de devant ne défendent pas, donc Messi, Neymar et Mbappé. On savait que si on passait ce premier rideau-là, ils ne participaient plus aux tâches défensives de leur équipe. C'est sûr qu'on a travaillé, c'est ce qu'on a su faire. Donc voilà, ça pose déjà problème en Ligue 1 et ça va poser énormément de problèmes en Ligue des Champions si les trois devant ne défendent pas. C'est vrai qu'après le PSG se retrouve avec beaucoup de joueurs en moins pour défendre. Donc voilà, si le PSG de toute façon veut gagner, bon la Ligue 1 ça peut peut-être passer de remporter le championnat sans que les trois défendent, mais en Ligue des Champions, on a toujours vu que ça n'a jamais passé. C'est vrai que si le PSG veut gagner Ligue des Champions, il faudra absolument que tout le monde défend les 11 et pas seulement 8 joueurs, parce que les autres tout simplement ne veulent pas défendre. On continue avec les autres rencontres de Ligue 1. Il y avait aussi l'équipe de Ajaccio qui recevait l'équipe de Lyon et Lyon. Belle opération de victoire 2-0. Le Penant et Lacazette, les deux buteurs de cette rencontre. On peut voir les stats de la partie. On peut voir il y a eu beaucoup de frappes, beaucoup d'occasions côté c'est Ajaccio, mais c'est bien Lyon les gars. 2 tirs cadrés, 2 buts, voilà efficace. Cette équipe de l'OL et Lyon retrouve le sourire par rapport à cette saison qui est compliquée, on le sait, pour l'équipe de Lyon. Et Lyon compte 5 joueurs de moins de 20 ans décisifs cette saison. C'est le plus haut total du championnat. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont marqué ou été passeurs D cette saison en tant que joueur de moins de 20 ans du côté de Lyon. Donc il y a Le Penant et aussi Barcola, il y a Cherki, Malogusto, donc voilà en autre. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont décisifs du côté de Lyon. Il y a aussi l'expérience qui est décisive comme Alexandre Lacazette. Et cette saison, c'est 20 matchs, 12 buts et 4 passes D pour son retour en Ligue 1. Donc en tout, il a fait 44 frappes depuis le début de la saison. Pour 12 buts, il a fait 31 frappes cadrées, 20 matchs. Donc un but à peu près toutes les 146 minutes de jeu. Voilà pour Alexandre Lacazette. Et toujours avec Lacazette, donc les 3 passes décisives de Nicolas Tagliafico cette saison étaient faites à destination d'Alexandre Lacazette. Encore une hier lors de cette rencontre contre l'équipe de Ajaccio. Et Lacazette reçoit un briquet venant des tribunes et ne peut pas poursuivre l'interview. C'était en fin de match. Et du coup, il a reçu comme un briquet. Donc c'est pour ça qu'il est parti. On peut le voir. Qu'il est parti au vestiaire parce qu'il n'a pas pu poursuivre l'interview de Canal+. C'est que c'était très très chaud à la fin de ce match entre la Ajaccio et Lyon. On peut voir qu'il y avait quasiment une embrouille. Bon, peut-être pas une bagarre, mais voilà, c'est vraiment, c'était vraiment très très chaud à la fin de cette rencontre. Et toujours avec cette rencontre, donc les supporters de Lyon quittent François Coty, donc le stade d'Ajaccio, en cours de match pour revenir à Lyon en ferry, parce que c'était le dernier ferry, le dernier bateau qui partait d'Ajaccio pour rejoindre le continent. Et du coup, il ne fallait pas le louper, ce bateau. Donc c'est pour ça qu'à la 75e minute, donc il y en a plein de joueurs, les supporters plutôt de Lyon ont quitté le stade pour aller prendre le bateau pour arriver bien sûr à l'heure, sinon il serait resté au moins un jour de plus là-bas. On va parler de Nice contre Lille, les gars. Nice s'est imposé 1-0. On peut voir c'est Gaëtan Laborde, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie 1. Donc Lille a beaucoup tenté, plus de 7 tirs cadrés, mais voilà, beaucoup d'arrêts de la part de Kasper Schmeichel, qui a obtenu une note de 8 sur 10 par rapport à sa grosse performance. 7 arrêts pour lui. Cabella, les gars, a beaucoup raté de grosses occasions, une note de 2. Un très mauvais match de la part du joueur Cabella. Et concernant l'équipe de Nice, toujours, quelle tristesse pour Youssef Attal qui est sorti sur blessure et en pleurs du match Nice-Lille. 15 minutes après son entrée en jeu. Et surtout, il revenait de blessure. Ça faisait un mois qu'il était blessé. Il a rejoué 15 minutes, puis il s'est reblessé. Il a rechuté en gros. Donc, force au latéral droit. Algérien, bon rétablissement à lui. On va parler aussi de ce match entre Strasbourg et l'équipe de Toulouse. C'est Toulouse, les gars, qui fait la bonne opération en s'imposant 2-1 du côté de Strasbourg. On peut voir les stats de la partie. Bon, efficace, Toulouse, les gars, c'est 3 tirs cadrés, 2 buts pour cette équipe du TFC. Et Toulouse, donc Dalinga, implacable. Voilà, donc il a été décisif lors de cette rencontre. On va parler de l'AG Auxerre contre Montpellier. Donc l'AG Auxerre, ça va pas fort actuellement. Défaite 2-0. Donc belle opération pour Montpellier. On peut voir qu'ils ont été dominés d'après les stats. Mais c'est bien eux, les gars, en 3 tirs cadrés, ils mettent 2 buts et gagnent 2-0. Du côté de l'AG Auxerre, donc victoire clean sheet et penalty arrêté, un retour parfait pour Benjamin Lecomte. On sait que c'est le nouveau gardien de Montpellier. On peut voir que lui, il a obtenu la note de 8 sur 10. La même chose pour Mavididi qui a obtenu également la note de 8 sur 10 lors de cette rencontre. Et Mavididi, les gars, buteur hier, donc avec 24 buts inscrits en Ligue 1. Donc Mavididi est devenu le deuxième meilleur buteur anglais dans l'élite derrière Glenn Hoddle. Donc 27 buts lui pour ce joueur anglais, qui a le record de nombre de buts
d'un joueur anglais en Ligue 1. Lui, c'est le deuxième, Mavididi, avec 24 buts inscrits dans le championnat de Ligue 1. Et toujours avec Montpellier, les gars, une petite info concernant Valère Germain qui a disputé hier son 300e match dans le championnat français avec l'équipe de Montpellier. Enfin, tous les clubs où il est passé, mais voilà, c'est à 300. Donc 52 avec Montpellier, 120 avec Marseille, 90 avec Monaco et 38 avec l'équipe de Nice. Il y a aussi Clermont contre l'équipe de Nantes, donc vraiment rien à dire. 0-0 et surtout, regardez, les tirs cadrés 0. Il n'y a eu aucune frappe cadrée dans le match. Donc voilà, s'il n'y a pas de tir cadré, il ne peut pas avoir de but. Donc rien à dire sur ce match, le match Clermont. Nantes n'a vu aucun tir cadré, donc un triste record du côté de la Ligue 1. Brest contre l'équipe de Angers, grosse victoire de Brest qui inflige 4-0 à cette équipe de Angers, 7 tirs cadrés pour Brest, 4 buts, donc efficace, mais côté Angevin, rien ne va, donc ça sent directement la Ligue 2 saison prochaine. Donc en Ligue 1 cette saison, c'est seulement 2 victoires, c'est 2 matchs nuls, 16 défaites, 17 buts marqués, 45 buts encaissés, pire défense de Ligue 1. Les Angevins restent sur 12 défaites consécutives et n'ont plus gagné depuis le 18 septembre 2022. On est quasiment au mois de février, ils n'ont plus gagné depuis septembre dernier, cette équipe de Angers. Regardez leur dernier match, les 12 derniers matchs en Ligue 1, c'est 12 défaites. Du coup, c'est un record de l'histoire de la Ligue 1 égalé. Donc à égalité avec le CA Paris en 33-34 et l'équipe de Dijon aussi qui avait enchaîné 12 défaites d'affilée. Donc prochain match, s'ils ne gagnent pas, s'ils perdent les gars, c'est eux qui ont cette série de 13 défaites d'affilée. Voilà, s'ils perdent bien sûr le prochain match de Ligue 1. Donc tous les résultats de cette journée de Ligue 1, donc j'ai tout parlé des matchs concernant Marseille, Lens ou même Rennes, j'en ai parlé hier et avant-hier. Du coup, regardez le 11 type de cette dernière journée de Ligue 1. Du coup, on peut voir Alexis Sanchez, parmi les meilleurs joueurs, Benjamin Lecomte, je dis avec son gros match contre la GOCR en tant que gardien, il est dedans. Dante, on peut voir aussi Nuno Tavares, les gars, le défenseur gauche marseillais. On peut voir le classement des meilleurs buteurs en Ligue 1, donc ça bouge pas. Mbappé toujours en tête, malgré qu'il n'a pas marqué. Neymar a marqué, donc il revient sur Jonathan David et Lacazette aussi qui revient à 12 buts. Mofi également 12 buts. Après on peut voir le reste du classement avec Balogun, lui qui a 11 buts, qui en a inscrit un hier du côté du parquet. Le classement, et on peut voir que les 5 premiers, voilà, le top 5, il n'y a aucune équipe qui s'est imposée. Le PSG match nul, Lens match nul, Marseille match nul, Monaco match nul, les Rennes c'est incliné à Lorient. Donc voilà, ça bouge pas trop. C'est avec le PSG, ils auraient gagné ce soir, ils auraient réussi à tenir sur 1-0, ils auraient pris le cru, ils auraient pris une petite avance sur l'équipe de Lens. Donc derrière, voilà, Angers 8 points les gars, il va falloir absolument se ressaisir, prendre des points, sinon ça sera la Ligue 2. Direction l'Angleterre, il n'y avait pas de Première Ligue, il y avait juste un match de FA Cup, c'était entre Brighton et Liverpool, et c'est Brighton qui fait la bonne opération, s'imposant 2-1 et surtout un but victorieux de Mitoma à la 92e minute de jeu. Donc en gros dans les dernières secondes de la partie, et du coup Liverpool est éliminé de la FA Cup. Donc déjà regardez les stats de la partie, j'ai pas vu le match mais bon, d'après les stats, Brighton mérite sa victoire, 6 tirs cadrés, 2 buts pour cette équipe de Brighton. Et pour revenir sur Liverpool, est éliminé de la FA Cup par Brighton dès les 16e de finale. Quelle est compliqué cette saison pour Liverpool. Donc cette saison, ils sont sortis de la FA Cup, de la Carabao Cup, 9e de Première Ligue, et affrontent le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est une saison galère, on peut dire, pour Liverpool. Voilà, il leur reste pratiquement plus que la Ligue des Champions, espérer pour un titre, parce que la Première Ligue, là, c'est quasiment sûr qu'ils ne remporteront pas le championnat. Ils ont tellement de points de retard sur Arsenal, et la Ligue des Champions, voilà, c'est le seul trophée qu'ils peuvent peut-être remporter cette saison. Ils ont remporté le Community Shield en tout début de saison, et là, voilà, ça va être peut-être leur seul trophée qu'ils remporteront cette saison. Et côté Brighton, donc Roberto De Zerbi est arrivé en cours de saison en Brighton. Et n'oubliez pas que maintenant Brighton est 6e de Première Ligue avec 19 matchs joués. Victoire contre Arsenal en Carabao Cup, victoire contre Liverpool en FA Cup, donc hier 2-1. Et en championnat aussi, ils avaient gagné 3-0 contre l'équipe de Liverpool. Le travail est colossal par ce coach, Roberto De Zerbi. Et depuis cet été, Brighton a pourtant perdu pas mal de joueurs, donc Bissouma, Cucurella, Ben White, Trossard, qui a quitté il y a quelques jours l'équipe pour rejoindre Arsenal, Mepu, Burn, Potter et peut-être Caicedo qui pourrait peut-être aussi quitter le club avant la fin du mercato, donc demain soir. Et malgré ça, ils sont 6e de Première Ligue et viennent d'éliminer Liverpool de la FA Cup. Donc voilà, c'est incroyable, ils ont perdu beaucoup de joueurs et ils performent quand même toujours énormément en championnat. Il faut une bonne saison. Et rappelez-vous les gars que Brighton a acheté Mitoma, celui qui a inscrit le deuxième but, un but de la qualification côté Brighton, pour seulement 2,5 millions de livres sterling, ce qui équivaut à quasiment à peu près 3,5 millions d'euros. C'est vrai que c'est très peu, puis maintenant il fait les beaux jours du côté de Brighton. Je pense que maintenant son prix pourrait être multiplié par 10, je pense qu'il doit valoir vers les 30 millions d'euros maintenant. Ce joueur qui a été acheté pour une poignée de pain, on peut dire, il y a quelques mois.
On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne. Voilà, on va parler du Real Madrid qui jouait. C'est un duel de Real. Real Madrid contre la Real Sociedad. Score final 0-0. On peut voir les stats de la partie. Donc le Real Madrid a beaucoup dominé cette équipe de la Real Sociedad avec plus de possession, plus de tirs, 7 tirs cadrés, mais aucun but. Un gros match de la part du gardien de la Real Sociedad. Ancelotti l'a dit, c'était l'un des meilleurs matchs que nous ayons joué cette saison. C'était difficile de faire des changements car tout le monde jouait très bien et je l'ai fait pour apporter de la fraîcheur. Nous avons bien joué de la première à la dernière minute et bon voilà, il n'y a pas eu de victoire. C'est vrai que des fois tu domines totalement ton adversaire mais tu n'arrives pas à marquer ce but qui décante la rencontre. Et que hier le Real était largement supérieur à la Real Sociedad, mais du coup 0-0 et les unes aujourd'hui du côté de Madrid, donc beaucoup de Madrid et peu de prix en gros, voilà, beaucoup d'occasions, beaucoup de beaux jeux mais peu de prix en gros, pas de récompense vu que ça a été 0-0. Et là une de Journal As, un freinage voilà, par rapport à cette rencontre que le Real Madrid prend seulement un point sur 3 qui aurait pu être pris par l'équipe madrilène. Et le Real Madrid lâche du terrain et c'est vrai que les unes cette fois-ci des journaux catalans du côté de Barcelone, donc eux ils sont plutôt contents bien sûr de ce match nul. En plus c'est parfait, c'était le deuxième contre le troisième, ils font match nul, donc pour le Barça c'est une soirée parfaite. Donc plus 5 en une du journal Sport, donc maintenant le Barça plus 5 points par rapport au Real Madrid au classement. Et la même chose les gars pour Mundo Deportivo, qui est aussi un journal on va dire spécialisé sur l'équipe du Barça, donc plus 5 points en gros d'avance maintenant sur le rival madrilène. On va parler de l'Atlético Madrid qui jouait du côté de Osasuna, et l'Atlético a fait le taf, une victoire 1-0. Saúl Ñíguez, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie, ça a été vraiment serré, mais c'est l'Atlético qui a été plus efficace. Le Celta joue contre Bilbao et le Celta s'est imposé 1-0 grâce à Aspas. On peut voir tout d'abord les stats de la partie. Bon, Bilbao a fait aucune frappe cadrée, donc il ne pouvait pas marquer. Donc côté Celta, je dis c'est Aspas qui a marqué. Il rejoint par exemple Benzema ou même Iglesias par rapport au meilleur buteur avec 9 buts. Il y a toujours Joselu, 11 buts, deuxième. Et Lewandowski, 13 buts. Mais n'oubliez pas que Lewandowski n'a pas joué les 3 derniers matchs de Liga vu qu'il était suspendu. Donc il pourra rejouer le prochain. Et là, bien sûr, il va commencer à remarquer des buts. L'attaquant polonais. Donc voilà le classement des meilleurs buteurs du côté de la Liga. Et toujours sur ce Celta Bilbao. Événement les gars, parce que fin de série de 251 matchs consécutifs avec Bilbao pour Inaki Williams en Liga. Donc touché au genou, l'international ghanéen rate aujourd'hui son premier match de Liga depuis le 20 avril 2016. Il a dû annoncer forfait, donc pourtant il va être titulaire. On a pris son forfait quelques heures, voilà, 2-3 heures avant le coup d'envoi, parce qu'il a un problème au genou du coup, mais il a dû annoncer son forfait. Et c'est quand même incroyable parce qu'il a enchaîné quand même 251 matchs consécutifs. Bon, pas à chaque fois en étant titulaire, mais au moins en jouant une fois, moins une minute. Lors d'un match de Bilbao. Le dernier match les gars qu'il n'avait pas joué les gars, ça remontait au 20 avril 2016. Ça faisait plus de 6 ans les gars quand même qu'il enchaînait tous les matchs de Bilbao. Voilà, cette série, je suis pas sûr qu'on reverra ça un jour dans le football parce qu'il n'était jamais blessé. Donc voilà, cette série est finie vu qu'il a été forfait hier lors du match contre le Celta. Il a beaucoup manqué comme j'ai dit. Bilbao les gars n'a pas réussi la moindre frappe cadrée, peut-être parce que Inaki Williams n'était pas là. Il y avait aussi Valladolid contre Valence. Valladolid s'est imposé 1-0 dans cette rencontre. On peut voir les stats de la partie. On peut voir maintenant tous les résultats. Il ne reste plus qu'une affiche. Villarreal, Rayo Vallecano, c'est ce soir à 21h. Et le classement, le Barça 5 points d'avance sur le Real Madrid. Le Real Madrid garde ses distances avec la Real Sociedad à 3 points d'avance et l'Atlético 4e. Voilà le classement actuel de ce championnat espagnol. Direction l'Italie, on commence avec Naples, le leader qui joue contre l'AS Roma et Naples. Bonne opération, même très bonne opération, s'imposant 2-1. Osimhen et Simone, buteur contre un but d'El Shaarawy côté AS Roma. On peut voir les stats de la partie. Félicitations à Naples parce que Naples maintenant a 13 points d'avance sur son dauphin et ça sent bon comme le Scudetto, mais il reste encore beaucoup de matchs. Mais voilà, 13 points d'avance sur son deuxième. S'ils continuent de faire ce qu'ils font là depuis le début de saison, il n'y aura aucun souci, ils seront champions. N'oubliez pas que la dernière fois qu'ils ont été champions c'était en 1990. Ça fait plus de 33 ans qu'ils attendent de remporter le Scudetto et ça sent bon quand même pour Naples cette année. Et Osimhen qui a été buteur et cette saison c'est 16 matchs de Serie A et 14 buts. C'est actuellement le meilleur buteur du championnat italien. N'oubliez pas qu'en 125 ans d'existence du championnat italien, jamais un joueur africain a terminé meilleur buteur. Ça pourrait être le cas en fin de saison avec Victor Osimhen. On va parler de l'AC Milan qui a pris une sacrée gifle à domicile, 5-2. Ils ont perdu contre Sassuolo, incroyable, 7 buts du côté de San Siro. Et l'AC Milan a pris une gifle tout simplement. Giroud Origi, un buteur côté milanais, mais ils en ont pris 5. Donc voilà les stats de la partie. Donc efficace, Sassuolo, 7 tirs cadrés,
5 buts, alors que l'AC Milan c'est 5 tirs cadrés et eux seulement 2 buts inscrits. Et c'est la première fois de son histoire que l'AC Milan encaisse plus de 4 buts lors de 2 matchs consécutifs en championnat. Jamais ils avaient enchaîné 2 matchs d'affilée en prenant à chaque fois 4 buts. Donc là ils en ont pris 5 contre Sassuolo. Et il y a quelques jours, lors du match juste avant, ils en avaient pris 4 contre la Lazio, aussi en championnat. Et voilà, ça fait quand même 9 buts encaissés sur leurs 2 derniers matchs. Et l'AC Milan, rien ne va actuellement. 6 matchs de suite sans succès pour l'AC Milan. Donc Salernitana, ça a été le match après la Coupe du Monde, la reprise. Ils avaient gagné. Et depuis, ils ont rien gagné du tout. Cette équipe de l'AC Milan. Donc un bilan catastrophique pour cette équipe de Milan là, qui s'enfonce bien sûr. Dans le ventre mou, on va dire, du championnat italien. Voilà quelques photos de la déroute des Milanais. Hier en plus à domicile contre Sassuolo, les gars. Et en plus Sassuolo, c'est pas une équipe redoutable. Sassuolo, pourtant, n'avait plus gagné depuis le 24 octobre dernier. C'était avant la Coupe du Monde. Ils n'avaient pas réussi à remporter le moindre match depuis. Puis du coup, ils en ont mis 5. Ils ont gagné 5-2 contre l'équipe de Milan chez elle. Et Berardi, les gars, fait un gros match. Donc un but et 2 passes D pour ce joueur qui a brillé hier du côté de San Siro. Concernant l'équipe de la Juventus Turin qui joue contre Monza et aussi la Juventus aussi, énorme désillusion, une défaite 2-0 contre Monza. On peut voir les 2 buteurs côté équipe Monza et cette équipe promue. Pourtant la Juve, les gars, c'est plus de 22 tirs, 8 tirs cadrés, aucun but et 8 arrêts du gardien de Monza. Monza efficace, les gars, 3 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, je le répète, il faut être efficace, plus efficace que son adversaire. Et hier c'est Monza qui était plus efficace que la Juventus Turin. Et Monza, promu cette saison en Serie A, a remporté ses 2 matchs de championnat face à la Juventus. Ils ont remporté 2-0. Hier, et au match aller, ils ont gagné à 0 contre l'équipe de la Juventus. Sacrée performance pour cette équipe promue. Et concernant Paul Pogba, je vous avais dit qu'il était dans le groupe. Il a bien été dans le groupe. Il a fait l'échauffement en début de match, mais il n'est pas rentré en cours de jeu. Paul Pogba, c'était peut-être encore trop tôt. N'oubliez pas, le dernier match officiel qu'il a joué, ça remonte au 19 avril 2022. Ça fait quasiment 10 mois qu'il n'a pas joué. Paul Pogba, il était dans le groupe, mais on pourrait peut-être le voir enfin jouer ses premières minutes lors du prochain match de la Juventus Turin. La Lazio jouait contre la Fiorentina, un partout entre ces 2 équipes. On peut voir les stats de la partie Lazio. 13 tirs, seulement une frappe cadrée. Bon, sur cette frappe cadrée, ils ont réussi à marquer ce but. La Fiorentina aurait mérité mieux sur cette rencontre. Du coup, on peut voir tous les résultats. Il ne reste plus qu'un match Udinese et l'AS Vérone ce soir à 20h45 et le classement. Donc Naples prend un plus 13 par rapport à l'Inter Milan qui est 2e, à Lazio 3e, l'Atalanta 4e et Milan 5e. C'est que ce championnat il est parfait pour Naples parce que tout derrière, ça ne prend pas de points. Donc l'Inter s'est imposé du côté de Cremonese, mais la Lazio a fait match nul. Milan, les gars, a pris 5. La Juventus, ils ont pris moins 15 points au classement. Regardez, ils sont 13e, la Juventus Turin. Donc la Naples, les gars, ils sont vraiment, c'est une saison parfaite pour eux pour remporter en plus ce championnat. Ce championnat actuellement d'Italie. Direction le championnat allemand, les gars, il y avait Dortmund qui jouait du côté du Bayer Leverkusen. C'était hier et Dortmund s'était imposé 2-0 à Adeyemi et un but contre son camp. Donc Dortmund enchaîne une 3e victoire consécutive depuis la reprise. C'est que ça va fort du côté de Dortmund. Pourtant, ils ont été dominés. Dortmund seulement 6 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts, voilà alors 2 tirs cadrés, ils ont fini au fond des filets alors que les Leverkusen c'est 7 tirs cadrés, ils n'ont pas réussi à marquer. Il y a eu 7 arrêts du gardien de Dortmund, comme je l'ai dit. Dortmund, les gars, depuis la reprise de la Bundesliga, c'est 3 matchs, c'est 3 victoires. 4-3, 2-1 et 2-0 du côté de Leverkusen. Il y avait aussi Schalke 0-4 contre Cologne hier et 0-0. Bon, pas grand chose à dire sur cette rencontre. Du coup, tous les résultats de cette journée en Bundesliga et le classement, toujours le Bayern, mais derrière, avec le Bayern, enchaîné 3 matchs avec 3 nuls. Du coup, ils ont pris 3 points sur 9 possibles. Derrière, ça revient très fort. Union Berlin, 36 points. Leipzig, 35 points. Dortmund, 34. Fribourg, 34. Ou même Francfort, 32. C'est très très serré concernant déjà le titre. Pour remporter le championnat aussi, les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Il y a les 4 premiers qui se qualifient pour la future saison de Champions League. On va parler un petit peu info mercato, les gars. N'oubliez pas que là, on est le 30. Vous savez que le mercato hivernal, ça se finit toujours le 31 à minuit. Donc demain soir à minuit, c'est fini. Et on va parler de tout ce qui s'est passé hier. Beaucoup d'infos mercato. Tout d'abord, Anthony Gordon quitte Everton et signe à Newcastle. Montant du transfert, 50 millions d'euros qu'a déboursé Newcastle pour s'offrir ce joueur de Everton. Grosse perte pour Everton. Vu qu'Everton, en plus de la dernière place, ils perdent quasiment l'un de leurs meilleurs joueurs. Mais bon, ils récupèrent une grosse somme d'argent. C'est bien officiel, les gars, concernant Malo Gusto qu'on parle quand même depuis quelques jours, voire quelques semaines. Ça y est, il signe bien à Chelsea pour 30 millions d'euros. Voilà, c'est signé, c'est officiel. Donc il reste en prêt à Lyon jusqu'à la fin de la saison. Il viendra du côté de Londres, du côté de Chelsea. Ce sera l'été prochain. On peut voir qu'il a signé un contrat jusqu'en 2030 quand même. Malo Gusto, donc voilà, nouveau joueur de Chelsea. Lui aussi quitte Lyon, les gars. Donc cet été, c'est officiel, quitte Lyon et signe à Leicester. Ça aussi, c'est officiel, les gars, cet été. Donc quitte le Shakhtar parce qu'il était prêt à Lyon. Et
voilà, débarque du côté de la première ligue. Ça aussi c'est officiel, l'OM présente sa nouvelle recrue Asdin Ounahi et portera le numéro 8 à l'ancien joueur de Angers, maintenant nouveau joueur de l'équipe de Marseille pour être présent lors du prochain match de l'OM. Ça aussi les gars, je l'avais dit hier que c'était quasiment fait, voilà c'est fait, Andy Delors et c'est officiel, le nouvel attaquant du FC Nantes, il portera le numéro 99 du côté de Nantes, l'ancien joueur de Nice, donc voilà Delors les gars, nouveau joueur des Canaries. Ça aussi c'est officiel, Brecalo, la Fiorentina, c'était attendu, c'est désormais officiel, l'attaquant croate Brecalo revient en Italie et a paraphé un contrat jusqu'en 2026 avec l'équipe de la Fiorentina. Ça aussi ça a été signé hier. On va parler de quelques infos qui pourraient être officielles d'aujourd'hui ou demain. De toute façon la fermeture du mercato c'est demain soir, donc ça va se faire très prochainement. Milan Skriniar, lui-même les gars confirme qu'il a signé au PSG, c'est lui de ses propres mots. Donc il a dit si j'ai signé avec le PSG, enfin c'est quelqu'un qui lui a dit, donc il a dit oui c'est vrai, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment, j'attends encore un accord entre les deux clubs, donc voilà, il le dit qu'il a déjà signé, maintenant il attend l'accord entre le PSG et l'Inter Milan. Donc est-ce qu'il viendra après cet hiver ou cet été, ça je ne sais pas encore, mais bon le PSG aimerait l'avoir dès cet hiver du côté du club. Pape Gueye les gars est à Séville pour rejoindre le FC Séville en prêt, donc une photo voilà, de Pape Gueye du côté de Séville, c'était hier soir du côté de Séville dans le sud de l'Espagne et normalement aujourd'hui il viendra du côté de cette équipe sévillan jusqu'à la fin de la saison. Il va retrouver Sampoli qu'il avait bien sûr à l'époque du côté de Marseille. L'Atlético augmente son offre pour Jonathan Klaus. Les Colchoneros proposent un prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros à l'OM. L'Atlético le veut, ils veulent Jonathan Klaus. Il a déjà proposé 9 millions. Là, il monte de 3 millions de plus, 12 millions pour Jonathan Klaus. Bon, Marseille n'est pas très chaud, bien sûr, pour le lâcher actuellement. Concernant Guendouzi, il est considéré comme invendable cet hiver. Un départ cet été est probable. Mais voilà, cet hiver, c'est pas possible que Marseille perde Guendouzi. L'été prochain, ça peut peut-être se faire. Il a des touches du côté de la première ligue, Guendouzi. Lui devrait quitter l'équipe de Marseille, donc c'est Amavi, accord entre l'OM et Brest pour le prêt de Jordan Amavi sans option d'achat. Il était prêt à Rétafé lors de la première partie de saison. Donc les deux clubs ont trouvé un compromis sur la répartition du salaire, peut-être 50% pris par Brest, 50% pris par l'équipe de Marseille. Donc voilà, il va débarquer là, certainement dans la journée du côté de Brest. L'OM concernant les arrivées, c'est qu'il y a eu pas mal de départs. On a parlé d'Amavi, bon lui quitte pas le club, Guendouzi. Klaus pourrait peut-être quitter le club, Gueye va quitter le club. Donc du coup il faut des renforts et l'OM va proposer 20 millions d'euros à Braga pour Vitinha, un jeune joueur de 22 ans, c'est pas le Vitinha du PSG, c'est le Vitinha de Braga. Donc le joueur est en contact avec le club phocéen, il voit d'un bon oeil une arrivée en Ligue 1. Après le problème c'est que Braga on veut 30 millions d'euros et l'OM pour l'instant propose 20 millions d'euros. Bon, on verra si les deux clubs vont se mettre d'accord sur le prix. Concernant l'équipe de Lyon, on peut voir que Jeffrey Nadalid, après avoir vu sa visite médicale capotée du côté de Séville, du coup il devrait débarquer du côté de Angers, son ancien club. Donc Angers souhaiterait récupérer Jeffrey Nadalid en prêt jusqu'à la fin de la saison. Donc ça aussi, ça pourrait se faire là dans les dernières heures du mercato. Concernant Ryan Cherki, le PSG a formulé une dernière offre de moins de 10 millions d'euros la nuit dernière pour Ryan Cherki. Donc réponse de Lyon, non, c'est pas possible. Le Lyonnais n'ira pas au PSG cet hiver, peut-être l'été prochain, mais voilà, c'est sûr qu'il ne viendra pas du côté du PSG. Ça a été refusé par Jean-Michel Aulas. Concernant Florian Thauvin, donc Sky Sport Italia révèle ce dimanche, donc hier, que Florian Thauvin va rejoindre le club d'Udinese, actuel 7ème de Serie A, qui joue ce soir son match de Serie A. Donc voilà, il pourrait signer aujourd'hui ou peut-être demain. De toute façon, il peut même signer après la fin du mercato hivernal, vu qu'il est libre. Et voilà, s'il est libre, il peut signer même dans les périodes en dehors du mercato. Donc il devrait rejoindre la Serie A, l'ancien Marseillais. Concernant Enzo Fernandez, c'est toujours pas fini ce feuilleton, c'est incroyable. On avait beaucoup parlé en début de mercato, après ça s'est un peu refroidi parce qu'il avait dit qu'il restait, enfin son coach aussi. Puis là, du coup, dans les dernières heures du mercato, il y a cette équipe de Chelsea qui le veut. Et Chelsea revient à la charge pour Enzo Fernandez et serait prêt à payer les 120 millions d'euros de sa clause. C'est sa clause libératoire qu'il a actuellement du côté du Benfica. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Et Enzo Fernandez aura demandé au Benfica de quitter le club à nouveau. Voilà, c'est pas fini les gars. Jusqu'à demain soir, ça peut être une option pour Chelsea. Encore un nouveau joueur après Gusto, après Badiachil, après Félix, après tous les renforts qui sont arrivés là, ça pourrait peut-être être maintenant Enzo Fernandez qui sera peut-être la dernière recrue de Chelsea. Donc voilà, tout peut arriver les gars avant demain soir minuit. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir. Ce soir aussi j'ai beaucoup d'autres infos à vous dire. Donc bonne journée à vous et à tout à l'heure.